140 parachutistes de la Légion étrangère. Des snipers français. Infiltration en milieu hostile. Un exercice XXL avec 6000 soldats de l'OTAN. Je vous demande si possible de fixer l'ennemi. Terrain d'entraînement à la frontière lituanienne. Une nouvelle ligne de front invisible se dessine en Europe. Les observateurs estiment que la Russie pourrait attaquer un des pays de l'Alliance Atlantique avant 2030. La Russie est de loin la plus grande menace pour la sécurité européenne. À l'Est, les exercices militaires des Européens redoublent, en Lituanie, mais aussi en Estonie, en Pologne, en Roumanie, en Norvège. Nous savons qu'il y a un danger là-bas. S'il se passe quelque chose, on doit être prêt. C'est notre travail, nous devons être prêts. Plus nous nous entraînons, plus nous sommes prêts. Déstabilisés par les incertitudes américaines, le rôle de Trump, c'est une sorte d'accélérateur de l'histoire. l'Union européenne prépare sa population au pire. La question n'est pas d'y croire, la question c'est d'anticiper. La pression monte, Moscou masse du matériel aux frontières. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui prévoient d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arrêter Poutine aujourd'hui. Des sabotages aux cyberattaques, la Russie multiplie les provocations. C'est l'acteur aujourd'hui qui est probablement le plus agressif dans le champ informationnel. Mise à l'épreuve, l'Europe doit réagir devant la menace russe. Des tirs de missiles qui déchirent le ciel norvégien. Exercice de dissuasion de l'OTAN, Formidable Shield ou bouclier redoutable. Et l'un des plus importants, il a lieu tous les 2 ans. Nous sommes à Andøya, la plus septentrionale des îles de Norvège, et située à seulement 300 km du cercle arctique. Ici, ainsi qu'au large de l'Écosse, pendant plusieurs semaines, des milliers de militaires de 10 nations alliées s'entraînent. Ceux-là ont autour de 20 ans, des conscrits norvégiens, tous conscients des nouvelles menaces. Je ne suis pas préoccupé par la guerre. Mais bien sûr, nous sommes à la frontière d'un pays qui est en guerre en ce moment. Il est donc important d'être préparé. Les Russes représentent peut-être une menace. Ils ont envahi un pays européen, mais je ne sais pas s'ils sont une menace pour l'OTAN. L'exemple ukrainien est dans toutes les têtes. Pour moi, le bouclier 2025 est plus important que 2023. Nous faisons des scénarios fondés sur les menaces que nous avons vues en Ukraine. Et tous sont fiers de participer à cette opération sous commandement américain. Les États-Unis sont les plus grands contributeurs à l'OTAN. Et les avoir dans l'équipe ici, c'est important. Les États-Unis, le modèle. À bord de ce patrouilleur norvégien, des hauts gradés venus à Andøya comme des VIP pour observer et donner leur point de vue géopolitique. L'OTAN est prête à se défendre et nous démontrons lors d'événements comme celui-ci notre capacité à faire face à cette menace. Pensez-vous que les pays européens sont menacés ? Oui, bien sûr. Je pense qu'un consensus s'est dégagé à ce sujet. Je pense que l'invasion russe a changé le paysage de la sécurité en Europe, peut-être pour toujours. J'aimerais dire que lorsque la Suède et la Finlande sont montées à bord de l'OTAN, le centre stratégique de l'organisation s'est en quelque sorte déplacé vers le haut et vers la gauche, en direction de l'Arctique où nous nous trouvons. L'OTAN
veut donc montrer qu'elle est prête. Ces exercices, ils ont un but purement technique, essayer de savoir si on est capable de projeter des forces assez loin en Europe, les faire traverser l'Europe, déjà c'est un vrai défi, mais ensuite il faut apprendre à se coordonner sur place avec d'autres forces, il faut être capable de travailler ensemble. On fait une démonstration de force, elle est surtout en réalité destinée à dissuader la Russie d'attaquer un pays quelconque de l'OTAN ou un pays allié, et sur le thème, regardez, si vous attaquez, on est fort, quoi. La Norvège partage une frontière terrestre de près de 200 km avec la Russie, tout au nord, mais elle est moins menacée que les 3 pays baltes, plus à l'est. L'Estonie. Ici, l'alerte est maximale et surtout constante. Ce petit pays d'1 300 000 habitants est géographiquement isolé au nord. Ces 300 km de frontière avec la Russie l'exposent plus que les autres. L'Estonie, comme ses voisines, a donc intégré l'OTAN en 2004. La présence de troupes américaines sur son sol se renforce depuis l'invasion ukrainienne. Au nord, sur la base de Tapa, et au sud à Rido, une toute nouvelle base de 1000 hommes. Si vous n'êtes qu'à un seul endroit, ce n'est pas vraiment une dissuasion. Donc plus vous couvrez la frontière, mieux c'est. Autre camp d'entraînement, Nursipalu, à seulement 40 km de la frontière russe. Simulation d'attaque en milieu urbain. Tout près, des bruits de blindés. 230, achetés récemment à la Turquie. On se développe. En réalité, je pense que nous sommes en meilleure forme que jamais. Sur le terrain, pour accueillir notre équipe, le ministre de la Défense explique que l'Estonie n'a plus d'autre choix. On sait tous que la guerre en Ukraine se terminera un jour. Et lorsque cette guerre sera terminée, la Russie déplacera ses forces, actuellement en Ukraine, dans nos environs. Si nous regardons les plans de l'armée russe, nous savons qu'elle augmentera sa présence derrière nos frontières et celle de nos voisins finlandais. Si l'on parle du nombre de soldats, il atteindra 50 à 60 000 personnes. C'est donc ce que nous devons faire maintenant pour envoyer un message très clair. Les pays baltes, des proies pour les Russes. Donc pour Poutine, oui, ces pays sont des cibles parce que historiquement, il considère qu'ils appartiennent à la Russie. Et aussi parce que dans ces pays, surtout en Estonie et en Lettonie, il y a une grande population russe. Entre 25 et 30% de la population sont ethniquement russes et russophones. Si l'idée Vladimir Poutine, c'est de restaurer l'ancien empire russe, pour faire simple, sans parler de l'ouverture complète sur la Baltique, etc. Et puis de toute façon, ils l'ont déjà fait dans le passé, ils ont envahi les pays baltes en 1940. Et deuxièmement, parce que c'est facile. C'est facile parce que c'est petit, c'est peu peuplé. Collés géographiquement, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie sont sur le qui-vive. Et puis, il y a aussi le cas de la Finlande, 1340 km de frontière avec la Russie. Artilleurs nationaux et britanniques s'entraînent dans des conditions extrêmes. Les conditions météorologiques sont difficiles ici et cela complique vraiment les choses. Mais il y a des moyens de les contourner et je dirais que nous sommes probablement les meilleurs dans ce domaine. Je dirais que nous sommes des professionnels de l'Arctique. La Finlande, dans le viseur de la Fédération de Russie.
Officiellement, c'est elle et la Suède qui ont cristallisé les relations entre l'Est et l'Ouest avec leur entrée dans l'OTAN en mars et avril 2023. Ce drapeau, hissé au siège de l'organisation, Vladimir Poutine l'a encore en travers de la gorge. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en voulant affaiblir l'OTAN, il aboutit au renforcement de l'OTAN. Mais ce sera forcément interprété du côté russe comme étant quelque chose d'agressif. Et donc c'est le témoignage qu'il y a une volonté de s'en prendre à la Russie. Lors de l'Assemblée du Forum de l'Arctique, le maître du Kremlin s'est dit inquiet. Nous sommes bien sûr préoccupés par le fait que les pays de l'OTAN en général considèrent de plus en plus le Grand Nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits et pratiquent le recours aux troupes sans condition. Une Russie qui se sentirait elle-même menacée dans son intégrité territoriale. Sur le terrain pourtant, la Fédération travaille en sourdine. Mais rien n'échappe aux satellites et au groupe finlandais Blackbird qui analyse tout depuis le ciel. Depuis quelques mois, ce collectif non gouvernemental observe des changements sur la frontière russe. Kamenka, à moins de 60 km de la Finlande, jadis la toundra. Aujourd'hui, sur la photo de droite des tentes militaires, plus d'une centaine prêtes à accueillir 2000 soldats. Petrozavodsk, à 160 km. Des entrepôts pour stocker massivement des blindés. Ici, les ingénieurs agrandissent les bases militaires pour y installer des QG, des terrains d'entraînement. Et ça continue, la base d'Olenia, des bombardiers dont certains ont été attaqués par les drones ukrainiens lors de l'opération Toile d'araignée début juin. L'aérodrome de Severomorsk, encore plus au nord, rénové pour ses avions, ses hélicoptères, des troupes, des logements, des hôpitaux, des lignes de chemin de fer qui s'allongent. Effectivement, ils sont en train d'installer, de mettre en place un certain nombre d'infrastructures tout le long, alors qu'ils sont pour l'instant assez vite. Mais ça témoigne du fait qu'ils anticipent peut-être le fait que la guerre en Ukraine va bientôt se terminer. Et donc ils pourront enfin, armés comme ils le souhaitaient, se renforcer ailleurs. La peur, c'est que Poutine décide, bon, maintenant, j'ai mis toutes ces troupes à la frontière finlandaise, je vais aller, pas envoyer des chars jusqu'à Helsinki ou Varsovie, mais juste faire des petites incursions, voir comment l'OTAN réagit. Vladimir Poutine avance ses pions. Il sait que tous ses mouvements, toutes ces photos sont regardées à la loupe. Jeu de dupes, stratégie d'intimidation. Nous mettons en place une ligne de réponse adéquate. Nous augmentons les capacités de combat des forces armées et nous modernisons l'infrastructure militaire. Nous ne permettrons aucune atteinte à la souveraineté de notre pays et nous protégerons nos intérêts nationaux en maintenant la paix et la stabilité dans le cercle arctique. Les incidents se multiplient. Mi-mai, mer Baltique. Sur cette trajectoire, le pétrolier Jaguar, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, traverse la zone de l'Estonie sans pavillon, sans assurance. Échange radio avec la marine estonienne. C'est le vaisseau estonien, Papa 6732. Votre demande va être rejetée. Suivez mes instructions. Déroutez-vous immédiatement. Le navire refuse d'obtempérer alors que sont mobilisés pour l'intercepter un hélicoptère, un avion et un patrouilleur. Quelques minutes plus tard, un avion de chasse russe apparaît, violant l'espace aérien estonien.
Le niveau de la menace a augmenté. Nous l'avons constaté tout au long des 3 années qui se sont écoulées depuis que la Russie a lancé son agression contre l'Ukraine. Et nous constatons que la menace s'étend au-delà de l'Ukraine. Je tiens à souligner l'importance de ce qui s'est passé en Estonie, où pour la première fois la Russie a répondu aux sanctions économiques des membres de l'OTAN par une action militaire. Cela témoigne du niveau de la menace à laquelle nous sommes confrontés sur le flanc Est. Des Sukhoi armés qui viennent provoquer les appareils de l'OTAN. Celui-là, début mars, en Méditerranée orientale. 3 passages très près, trop près, d'un drone français de surveillance. Un comportement intentionnel qualifié de dangereux par les autorités. Dans les airs, en mer, des tentatives de brouillage, des sabotages, des câbles sous-marins régulièrement sectionnés par les ancres de la flotte fantôme russe qui traînent au fond. Ce commandant de la force de l'OTAN visionne mètre par mètre les dégâts. Surveillance de tous les instants. Quelque part, au-dessus de la Baltique, sans relâche, des hommes assurent la sécurité des infrastructures. Alors ce qui va nous mettre la puce à l'oreille, c'est un bâtiment qui a, par exemple, qui ne déclare pas de destination sur sa valise, ou qui a une route qui n'est pas cohérente avec les routes commerciales habituelles, qui va avoir une route qui va nous paraître erratique, ou un bâtiment qui va être à l'arrêt dans un rail commercial, donc comme s'il était à l'arrêt au milieu d'une route très fréquentée. C'est même un comportement qui est plutôt dangereux, donc s'il le fait, ça va attirer notre attention sur se dire mais pourquoi est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il a une bonne raison de le faire ou pas. Peut-être qu'il a tout simplement une avarie, ou alors peut-être que c'est un acte délibéré lié à un comportement illégal. Les Russes, derrière tout ça, l'image de la Russie peut s'en trouver dégradée. Donc c'est à double tranchant, toutes ces actions. Mais physiquement, c'est pas les sabotages, on peut couper des câbles, on peut faire des trucs, ok, ça va entraver, ça va gêner, mais ça va pas paralyser un pays, ça va pas l'affaiblir, c'est pas ça qui va changer la politique d'un pays. Provocation, test, intimidation, la guerre des nerfs qui pourrait faire craindre un dérapage, un face-à-face inéluctable. Si la Russie voulait vraiment lancer une invasion terrestre à grande échelle, on ne pourrait pas les retenir. Si l'OTAN ne répond pas avec les moyens forts, eh bien, à quoi elle sert? Et elle perdra tout de suite sa légitimité. Si elle répond avec des moyens forts, eh bien, on rentre en guerre avec la Russie. C'est pour ça qu'il faut éviter à tout prix que ce scénario se produise. Les services de renseignement européens estiment que la Russie pourrait attaquer un des pays de l'Alliance avant 2030. Moins de 4 ans pour se préparer, pour montrer les muscles, pour parader. « 9 mai 2025, Moscou. Commémoration des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président russe en a célébré plus d'une vingtaine. Il ne manquerait pour rien au monde la fête patriotique la plus importante du pays. Et pour l'occasion, il a invité son homologue chinois, Xi Jinping, défile Place Rouge. L'affiche est belle pour Vladimir Poutine. Entouré de chefs d'État du Sud global, comme le président brésilien Lula. Poutine voulait montrer qu'il y avait un autre monde. Parce qu'une des choses qui est très importante pour Poutine, c'est le concept d'un monde multipolaire.
que le monde était devenu trop unipolaire. C'est quelque chose sur lequel il a insisté en 2007 à la conférence de Munich. Depuis le discours de 2007 à Munich, aux conférences de la sécurité de la Munich, une véritable déclaration de guerre de Vladimir Poutine à l'Occident. Il dit voilà, on renoue avec la puissance et avec les instruments de puissance. Et le nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis et les pays occidentaux qui donnent le ton sur tout ce qu'on fait dans le monde, ça c'est fini. Et la Russie va retrouver elle-même sa puissance d'antan et elle va retrouver son aura dans le monde entier. Alors pour Vladimir Poutine, cette parade de mai dernier, c'est aussi une vitrine militaire. 11 000 soldats. Des chars modernes T-90. Des missiles balistiques Iskander. Des systèmes anti-aériens. Et pour la première fois, des drones de combat. La Russie produit beaucoup. Son économie est devenue une économie de guerre. Les fameux chars de combat T-90, les meilleurs du monde selon Vladimir Poutine. En 2021, le pays en fabriquait une quarantaine. Aujourd'hui, il en produit 300 par an et ils ne sont même pas envoyés en Ukraine. Ils sont stockés pour plus tard. La production de canons d'artillerie, les munitions, plus 20% cette année. Idem pour les drones, le matériel et puis les hommes. L'efficacité de l'utilisation des équipements dépend directement du personnel des forces armées, de leur niveau de formation et de la qualité de l'entraînement au combat. Il est nécessaire d'utiliser toutes les ressources disponibles, y compris les installations d'entraînement modernes des organisations de conscription, les universités militaires, les centres éducatifs et les terrains d'entraînement. Des campagnes de recrutement facilitées par des primes à la signature jusqu'à 20 000 $, une somme qui équivaut à 1 an de salaire pour beaucoup de Russes. Les observateurs estiment qu'entre 30 et 40 000 Russes pourraient s'enrôler chaque mois. Il faut se méfier de quoi on parle, parce que ce sont des volontaires, des nouveaux volontaires, parce qu'il s'agit de renouvellement de contrat, par exemple. Vous avez des gens qui sont sous contrat, qui terminent leur contrat, qui réengagent, et qui sont comptés comme nouveaux volontaires, si vous voulez. Donc en réalité, le volume, l'effectif n'a pas augmenté. Il faut se méfier avec ces chiffres. L'armée devient la nouvelle élite de la nation, et les Russes en sont fiers. Je regarde le défilé chaque année. Je suis fier que nous ayons de telles forces armées et je trouve vraiment réconfortant que tant de chefs d'État soient venus cette année. C'est un bonheur, Dieu merci qu'un tel événement ait eu lieu. Aujourd'hui, nous avons assisté au défilé de la victoire et nous tenons à remercier particulièrement Vladimir Vladimirovitch Poutine, car il a ainsi dit à tout le monde, les gars, vous feriez mieux de ne pas vous frotter à nous. L'armée russe se reconstitue à une vitesse inquiétante. La dépense militaire 2025, c'est 6% du PIB en Russie, 3,4% aux États-Unis, 2,1% en moyenne pour les pays européens, la France et l'Allemagne. Plus pour ceux qui sont les plus exposés, comme la Pologne, 4,1%. 5% du budget en Estonie, prévu d'ici à 2026. Ici, le service militaire est obligatoire. Mais si ce petit pays devait entrer en guerre, il ne pourrait mobiliser que 44 000 hommes, peu face à la Russie aux capacités quasi illimitées. Les Européens sont conscients de leur faiblesse. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte,
leur demande des efforts, un engagement de 3,5% pour les dépenses principales en 2032. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend dans 4 ou 5 ans. Le danger se rapproche à toute vitesse. Nous ne devons pas détourner le regard, nous devons y faire face. Nous pouvons empêcher la prochaine grande guerre sur le territoire de l'OTAN et préserver notre mode de vie. Mais pour cela, nous devons tous être plus rapides et plus féroces. Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre et de donner un coup de fouet à notre production et à nos dépenses de défense. Une économie de guerre devant la menace russe et l'hypothèse d'un désengagement américain, l'Europe commence à réagir, mais chaque État semble jouer sa partition. Notre objectif est d'avoir la plus grande armée d'Europe. Nous avons déjà atteint cet objectif en termes d'effectifs, mais nous voulons aussi construire l'armée la plus puissante d'Europe. Et nous y parviendrons dans les 5 ans. L'armée polonaise sera la plus puissante d'Europe. À l'avenir, le gouvernement fédéral allemand fournira toutes les ressources financières nécessaires à la Bundeswehr pour devenir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. On ne peut pas se réarmer en tant qu'Européens si on ne le fait pas ensemble. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'argent. On ne peut pas se réarmer individuellement. Et donc, je trouve même que c'est regrettable que Friedrich Merz parle de l'Allemagne vouloir se réarmer. Je trouve que quand on parle de se réarmer, il faut parler à l'échelle européenne. Depuis 3 ans, des barbelés, des dents de dragon pour arrêter les chars, poussent le long des frontières. En Pologne, près de Kaliningrad, ce petit bout de territoire russe en plein cœur de l'Europe représente une menace stratégique. Des fortifications dans les pays baltes comme en Estonie. Ici, la population se prépare. Le signe est là. Abri public. Des abris souterrains sont prévus en cas d'attaque un peu partout dans le pays, comme ce parking ici, à Jorvik. Si quelque chose arrive, c'est l'un des 4 lieux à Jorvik. Tous les gens peuvent venir se réfugier. C'est destiné à être un abri temporaire. Pour ce qui est des abris à long terme, nous sommes en train de les construire. Tous les nouveaux projets d'aménagement de Jorvik comprennent des abris avec de l'électricité pour tenir plusieurs jours. Depuis 3 ou 4 ans, nous nous préparons de manière systématique. Par exemple, si l'électricité s'arrête, nous avons déjà nos propres générateurs. Les régions particulièrement à l'est de l'Estonie, Narva, Jorvik et tout le comté de Daviru, ceux qui vivent près de la frontière, nous sommes prêts à tout moment. Ceux qui le prennent très au sérieux depuis très longtemps, ce sont les pays baltes, qui, eux, ont commencé il y a plusieurs années à se pencher sur la question de la résilience de leur société. Comment leur société comprennent la menace, comment préparer les sociétés. Donc, par exemple, ils ont des camps d'entraînement pour adolescents, pour apprendre comment survivre dans des bois. Les Finlandais font ça aussi. En Pologne, le gouvernement propose des sessions d'entraînement à des civils. Et les volontaires sont de plus en plus nombreux. Une population qui s'organise, mais une population vulnérable aux nouveaux affrontements, invisible cela. La guerre hybride s'est imposée. J'ai un peu de mal avec l'expression guerre hybride. Voilà, ou plus exactement le terme guerre, parce que justement, c'est pas de la guerre. Et ça ne veut pas de la guerre. Et c'est le stade de l'affrontement sous le seuil de la guerre. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour faire pression sur un autre État. Voilà, c'est de la pure influence politique. Voilà. Enfin, la seule limite, c'est l'imagination. Et la Russie a beaucoup d'imagination. La coupure géante de courant fin avril en Espagne et au Portugal, les services secrets français s'interrogent. La piste russe est étudiée avec sérieux. Sur notre territoire, la panne qui a touché l'hôpital de Dax en février 2021, les Russes sont derrière.
Les tags, des mains rouges et des toiles de David sur les murs de Paris. Les 5 cercueils au pied de la Tour Eiffel pour semer la confusion et diviser la société. La France est tout particulièrement visée par les campagnes de manipulation de l'information. Alors elle n'est pas le seul pays. De manière générale, les pays démocratiques et en particulier les États membres de l'Union européenne, je pense également à l'Allemagne, mais à d'autres pays, sont visés. Mais c'est vrai que la France est quand même un peu sur la première place du podium des cibles des acteurs de la manipulation de l'information russe. Selon la Direction générale de la sécurité extérieure, le nombre de ces attaques a presque triplé entre 2023 et 2024. En France, Viginum, le service chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences étrangères, a passé au crible 77 opérations menées ces 2 dernières années, comme l'affaire des punaises de lit. Un sujet amplifié sur les réseaux sociaux par des campagnes russes, quelques mois avant l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et quid de la rumeur accusant Emmanuel Macron de dissimuler de la cocaïne sur cette vidéo avec les premiers ministres britanniques et allemands? Un sachet? Non, un mouchoir en fait. Des calomnies, des manipulations relayées par des comptes conspirationnistes ou des faux comptes. Une Fermatrol, c'est tout bêtement une société privée, par exemple de marketing ou de communication, qui va avoir donc des employés dont le rôle va être d'animer des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ce qu'on note néanmoins, c'est une véritable accélération et sophistication de la menace, où ces fameuses Fermatrol sont complétées par exemple par des médias alternatifs, par une utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative. La guerre hybride, ce sont aussi des groupes qui opèrent dans l'ombre. APT28 ou FenCyber est actif chez nous depuis plus de 20 ans. Ces hackers sont liés au GRU, le service de renseignement militaire du Kremlin. Leur spécialité, le vol de données, l'envoi de mails vérolés. Leur cible, l'armée, les industries de la défense, les partis politiques, les administrations. Une dizaine d'entités françaises sensibles ont été visées ces dernières années. La menace la plus grave, c'est celle qui est invisible. C'est celle qui rentre dans les foyers et dans les cœurs des Européens via leurs ordinateurs, via leurs téléphones, via la désinformation, via toute tentative d'affaiblir l'idée de l'Union européenne. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Après s'être tue pendant des années, la France a décidé de dénoncer ces actions hostiles qui touchent à la cybersécurité et à la désinformation. Plus largement, l'OTAN souhaite que les pays membres consacrent 1,5% de leur PIB à ces dépenses connexes. Donc la première réponse, c'est la transparence. Et la deuxième réponse, c'est d'une certaine manière d'élever le niveau de vigilance, de connaissance de tous les citoyens, parce qu'on a tous une part de responsabilité face à ces menaces-là, qui est de douter pour s'en prémunir et d'aller surtout chercher, recouper l'information qu'on voit circuler. Le réveil européen est donc brutal. Une guerre à ses portes avec l'Ukraine. Un Vladimir Poutine qui transforme son pays en État guerrier. On ne veut pas faire la guerre à la Russie. De la même façon que la Russie ne veut pas forcément faire la guerre avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est entre puissances nucléaires. L'Europe, avec ou sans l'OTAN, doit s'engager dans une nouvelle phase. Sa sécurité en dépend. Des défis immenses, à courte échéance, pour préserver ses valeurs démocratiques attaquées. L'Europe
pour qui la paix était acquise, n'a plus le choix. Elle doit évoluer, devenir plus forte face à la menace russe.